retraite universelle est apparu un défaut qui divise notre syndicalisme. Un syndicalisme que je qualifierais de salarié, à l'opposé d'un syndicalisme que je qualifierais de politique. Aux prises avec les réalités du monde du travail, le syndicalisme de salariés innove et est par nature force de proposition. J'en veux pour preuve le principe de calcul par points pour les droits à la retraite réclamés par la CFDT. Quant au syndicalisme de politique, il joue de la posture nationale sans être investi par le suffrage universel et sombre dans l'excès. J'en veux pour preuve des syndicats qui s'opposent par principe à la réforme et refusent toute négociation, allant jusqu'à utiliser des moyens de pression illégaux, comme le blocage de raffineries, les coupures d'électricité ou des menaces sur des collègues voulant travailler. Il n'y a rien de durable qui se construise dans l'excès. Et au-delà du débat sur la retraite universelle, l'avenir du syndicalisme se joue et nous devons le préserver. Ne sombrons pas dans l'exemple britannique qui, à force de promouvoir un syndicalisme de politique, en a précipité sa chute. Aujourd'hui, le point d'achoppement se situe dans la réflexion sur l'équilibre financier du système des retraites. Laurent Berger, au nom de la CFDT, a fait une proposition de conférence de financement du système des retraites. En agissant ainsi, il défend des intérêts de salariés et respecte notre démocratie. Montrer que le gouvernement peut travailler avec lui doit être un signe fort, non seulement pour mener à bien cette réforme, mais aussi pour l'avenir du syndicalisme. Il doit se situer dans ce champ. Il ne peut se situer dans celui du politique, et j'invite ceux qui se placent dans cette posture à se soumettre au suffrage universel pour proposer des lois. Monsieur le secrétaire d'État, quel chemin allez-vous prendre avec les syndicats réformateurs pour trouver une solution dans la réflexion sur l'équilibre financier dans la réforme des retraites? Je vous remercie. Monsieur le ministre, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Martin Lévrier, effectivement, vous avez vu les déclarations du Premier ministre, déclarations qui visaient à répondre positivement à la proposition du leader de la CFDT sur une conférence des financements, conférence des financeurs. Ce sujet est un sujet important parce qu'effectivement, c'est celui du débat sur l'équilibre. Et dans un système par répartition, il est important que l'équilibre soit présent. Pourquoi? Puisque les cotisations d'aujourd'hui payent les retraites d'aujourd'hui. Alors, la proposition du gouvernement, non, d'aujourd'hui, c'est ça le système par répartition. Or, le gouvernement a bien inclus cette dimension d'équilibre dans son projet de loi. Il y a une divergence sur la mise en œuvre de cette dimension d'équilibre. Effectivement, il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre de partenaires sociaux réformistes qui pourtant sont sur le fond favorables à cette réforme par points, parce qu'ils ont bien perçu la dimension de solidarité qu'il y avait dans cette réforme, sont attentifs à ce que les mesures d'équilibre, lorsqu'elles doivent arriver, eh bien, n'arrivent pas dans le court terme. Le débat est ouvert. Le Premier ministre recevra vendredi l'ensemble des partenaires sociaux sur ce sujet. Je ne vais pas là préjuger des résultats de ces concertations et de ces négociations. Oui, allez, on fait taper ça. Oui, oui. Monsieur Lévrier, non. Madame, notre collègue Michèle Gréaume, pour le groupe communiste républicain citoyen écologiste. On vit plus longtemps, il faut donc travailler plus longtemps. Voilà ce que vous répétez sans cesse, Monsieur le ministre, comme une vérité naturelle pour convaincre que votre projet de réforme des retraites est la seule alternative possible. Les arguments contraires ne manquent pas. Ne serait-ce que la stagnation depuis 15 ans de l'espérance de vie en bonne santé qui touche prioritairement les personnes confrontées aux tâches les plus pénibles. Monsieur le ministre, pour vous, l'être humain, dans l'ensemble de ses activités, ne se réduit-il qu'au travail ? Cette vision passéiste est contredite par les progrès de la médecine, de la recherche, par les bouleversements dans la société et les rapports sociaux. Ils portent en eux de nouveaux progrès pour l'humanité, pour peu qu'ils soient mis au service de la justice, du bien commun et non du profit pour quelques-uns. Ainsi, la retraite n'est plus vécue comme la fin de la vie, mais comme le début d'une nouvelle, hors travail, riche d'activités et de découvertes. Ceci n'est pas une charge, mais un progrès pour la société, un projet de civilisation. La grandeur d'une nation est de savoir répondre à ce défi. Votre projet ne le permet pas et ce n'est pas son objectif. Y répondre pose la question d'un autre projet de société, avec un réel financement. Plus concrètement, celle de la production et de la répartition des richesses.
Voici quelques exemples de propositions. Mettre fin au régime spécial des revenus du capital qui ne participent pas ou insuffisamment au financement des retraites en alignant le taux de cotisation sur celui des revenus du travail. Cela rapporterait 31 milliards d'euros. 2. Mettre un terme aux exonérations généralisées et aveugles de cotisations patronales, 66 milliards cette année, au profit d'une modulation des cotisations sociales des entreprises. 3. Faire appliquer l'égalité salariale entre femmes et hommes apporterait 11 milliards supplémentaires. 4. Enfin et surtout, engager un processus d'augmentation générale des salaires. La seule augmentation de 20% du SMIC représenterait 240 € net de plus par mois et surtout 3 milliards de plus pour les caisses de retraite. Monsieur le ministre, allez-vous enfin retirer cette réforme massivement rejetée et acceptez-vous de débattre des alternatives et les financements qui les accompagnent? Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président. Merci Madame la sénatrice Michèle Gréaume pour votre question. Alors évidemment, moi, ma circonscription n'est pas tout à fait la même que la vôtre. Moi, j'étais dimanche dans ma circonscription entre Armentières et Lille, dans un petit village qui s'appelle Prémec, pour les vœux du maire. Les citoyens que j'ai pu rencontrer m'ont pas dit forcément ce que vous venez de m'exprimer, mais j'entends qu'il puisse y avoir des divergences. Mais peut-être vous aussi entendez qu'il puisse y en avoir d'autres. Alors, quelques éléments quand même sur les propositions que nous faisons. D'abord, nous proposons, j'ai bien compris que votre question portait plutôt sur la durée. Nous proposons de maintenir à 62 ans l'âge légal et sur lequel il sera toujours possible de partir en retraite. Nous proposons toujours, et je l'ai dit tout à l'heure lors de mon expression générale, de maintenir les dispositifs de pénibilité et nous cherchons même actuellement à essayer de les améliorer. C'est l'objet des concertations que nous menons avec Muriel Pénicaud et les partenaires sociaux. Je rappelle également que les dispositifs dits de carrière longue vont également persister et perdurer dans ce nouveau dispositif. Je voudrais aussi vous dire que l'idée quand même du taux plein aujourd'hui, c'est une idée qui est très individualisée parce qu'elle renvoie à une période de travail propre à chacun. Donc la question c'est comment on peut individualiser la référence collective qui est aujourd'hui proposée par le gouvernement, c'est celle de l'âge d'équilibre. D'ailleurs ça fait partie aussi des débats qu'on a avec les partenaires sociaux. Mais en même temps, vous ne pouvez pas dire que dans le système actuel, il n'y a pas de référence collective. Il y en a une. D'ailleurs c'est une qui est relativement significative puisqu'elle consiste en 2035 à amener l'ensemble des citoyens à travailler 43 ans. Donc elle existe bien cette référence collective. Et lorsque on rentre aujourd'hui dans le système actif à 22 ans, ce qui est la moyenne constatée, quel que soit le niveau de diplôme qu'on ait, moi si je fais 22 plus 43, on est à 65. Donc j'ai un peu l'impression qu'on est sur un faux débat, puisque la réalité objective, c'est bien que, en fait, à 22 plus 43, cela fait 65. Il faut conclure. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue. Non, vous avez à Daniel Chassain pour le groupe Les Indépendants. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le projet de loi dont les grandes lignes ont été présentées par le Premier ministre au CESE a reçu un accueil favorable au sein du monde rural. Des revendications portées de longue date par les agriculteurs ont été annoncées et devraient figurer dans le texte définitif, notamment un système par points et la pension à 85% du SMIC pour une carrière pleine. De même, des avancées concernant le cumul activité-retraite et la fin des conditions de ressources pour la pension de réversion font figure de bonnes nouvelles pour la profession. Cependant, ces mesures dont nous espérons qu'elles seront effectivement retenues et qui sera présentée au Conseil des ministres à la fin du mois ne concernent pas la majorité des agriculteurs déjà à la retraite ou actuellement à quelques années du départ, tout comme les artisans commerçants ou les personnes qui ont des carrières hachées, notamment les femmes obligées de partir après 65 ans pour obtenir finalement des retraites inférieures à 1 000 €. La situation de nombreux retraités commande d'agir de toute urgence. Nous sommes nombreux ici à vouloir augmenter le montant des retraites agricoles, qui est parfois si faible que certains en viennent à commettre l'irréparable. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser les mesures du projet de loi concernant les agriculteurs artisans avant la génération 1975, notamment pour ce qui est de la retraite minimum de 1 000 € pour une carrière pleine. D'autre part, le projet de système universel par répartition et par points ne peut être un système parfaitement uniforme
est-ce que, en fonction des métiers ou du travail pénible, le nombre du point va augmenter de façon à permettre aux intéressés de partir plus tôt en retraite? Monsieur le ministre, pour répondre à Monsieur Chassaing. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, effectivement, le sujet des petites pensions de retraite est un sujet qui préoccupe nos assemblées et je pense que nous en avons raison. Le Président de la République a très clairement souhaité que ce sujet puisse être traité dès le mois de décembre précédent. Et sur le fond, nous prévoyons pour 2022 d'avoir un minimum de retraite qui soit à 1 000 euros. Et vous avez raison de dire que les principaux bénéficiaires, et tant mieux, ce sera sans doute les agriculteurs. Ce sont ceux qui travaillent bien plus que 35 heures en général, qui sont en permanence attentifs à leur environnement et qui, ne l'oublions pas, si nous mangeons aujourd'hui et demain, c'est grâce à nos agriculteurs. Donc ce sont les principaux bénéficiaires, mais pas que. Il y aura également, pour cette retraite à 1 000 euros, seront concernés aussi ceux qui ont pu avoir, à un moment donné, des carrières hachées. Et nous ferons évoluer tout cela, puisque vous savez que notre ambition est d'arriver à 85% du SMIC en 2025. Je ne vous dévoilerai pas non plus, j'ai eu la question juste avant de venir vous voir à l'Assemblée nationale tout à l'heure, mais ça fait partie des négociations, concertations que nous avons et que je mène avec les partenaires sociaux dès cette semaine. Donc ce sujet est d'autant plus d'actualité. Monsieur Chassaing. Monsieur le ministre, je vous remercie pour ces précisions. J'espère qu'elles suffiront à apaiser les craintes qui remontent du terrain. Il est indispensable de repenser, bien sûr, l'architecture de notre système pour bâtir un modèle juste sur le long terme et aussi de retrouver la confiance. Mais il ne faut pas oublier de répondre à la situation d'urgence et parfois de détresse dans laquelle se trouvent de nombreux agriculteurs, artisans et personnes qui ont des carrières hachées. Merci. La parole est à notre collègue Sylvie Vermeillet pour le groupe de l'Union centriste. Vous avez 2 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, la mission régimes sociaux et de retraite dont je suis rapporteur spécial au sein de la Commission des finances m'amène à vous poser une question relative aux régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP. En vertu du principe de solidarité nationale, l'État verse chaque année 6,2 milliards à 10 régimes spéciaux déficitaires qui sont principalement ceux de la SNCF, la RATP, les marins et les mines. Ces régimes spéciaux sont déficitaires en raison de leur déséquilibre démographique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus assez d'actifs, donc de cotisations, pour couvrir les pensions des retraités. Il est donc nécessaire et légitime que l'État comble le manque de contributions. Monsieur le ministre, au cours de vos récentes négociations, vous avez notamment reconnu aux pilotes de ligne une spécificité liée à la pénibilité et la pression de la sécurité dans l'exercice de leur métier. Vous avez dans le même temps bien précisé, je vous cite, « Mais ce seront eux qui les financeront, pas la collectivité ». J'en viens donc aux 2 régimes spéciaux SNCF et RATP pour lesquels la contribution de l'État s'élève à plus de 4 milliards d'euros. Dans un récent rapport, la Cour des comptes a estimé que parmi ces 4 milliards de contributions, l'État finançait 300 millions d'avantages spécifiques à la RATP et 600 millions à la SNCF. Ces 900 millions annuels n'ont rien à voir avec la légitime compensation démographique. Ils financent des avantages spécifiques propres à ces 2 régimes. Monsieur le ministre, est-ce à la solidarité nationale d'honorer ces sommes? En cohérence avec vos propos concernant les pilotes de ligne, vous affirmez que l'État ne paiera pas les suppléments au régime universel. Allez-vous retirer à la SNCF et la RATP ces 900 millions d'avantages spécifiques? Et sinon, pensez-vous l'accorder aux autres? Je vous remercie. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Madame la sénatrice Sylvie Vermeillet, de me lire avec intérêt et de me citer. J'ai également peut-être identifié une petite pointe de taquinerie dans votre question. Mais sur le fond, le point que vous soulevez est un point important. Il consiste à effectivement nous réinterroger sur les régimes spéciaux.
Les régimes spéciaux, le président de la République s'y est engagé, nous nous étions engagés, moi-même je m'y suis engagé pendant la campagne électorale. Nous mettrons fin aux régimes spéciaux parce qu'aujourd'hui, l'attente de nos concitoyens, c'est qu'on regarde de la même façon l'ensemble des métiers qui peuvent l'être. Et pour ce qui est du transport ferroviaire ou du transport par bus, eh bien, il n'y a pas de raison qu'on le regarde différemment à Lille ou à Marseille qu'à Paris. On doit pouvoir regarder les choses de la même façon parce que c'est le même métier. Et donc, il est important que les règles soient les mêmes pour tous, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas, je l'insiste, il n'y a pas de pénibilité, par exemple, à faire du transport ferroviaire. Il y en a certainement. Simplement, il faut le regarder avec les mêmes règles que pour l'ensemble des autres activités et des autres métiers. Donc, oui, nous mettrons fin aux régimes spéciaux, mais comme le président et le Premier ministre l'ont dit, nous allons le faire sans brutalité. Pourquoi ? Parce qu'il faut aussi comprendre que celles et ceux qui se sont engagés dans ces entreprises où il y a des régimes spéciaux, ils l'ont fait en connaissance de cause, parce qu'ils ont projeté aussi des parcours personnels, des parcours professionnels. Donc il est important que nous respections aussi cela, et c'est pour cela que nous avons posé que cette grande transformation du système de retraite ne s'adresserait pas à ceux qui sont à moins de 17 ans de la retraite, et y compris pour ceux qui sont dans les régimes spéciaux. Madame Vermeillet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je ne suis pas certaine que vous ayez répondu à ma question. Je voudrais simplement attirer votre attention sur le fait que l'universalité de cette réforme, à laquelle nous souscrivons, ne doit pas s'éloigner de l'équité. Et dans votre réponse, qui n'est pas tout à fait une, moi j'entends qu'il y aura un délai de transition pour certains et pas d'autres. Et là, sur ce danger-là, je me dois de vous alerter. Merci. La parole est au président Philippe Dallier pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Il aura fallu quand même attendre quasiment 2 ans et demi pour que la question financière, celle de l'équilibre de nos régimes de retraite dans le cadre de cette réforme, remonte à la surface. C'est quand même assez surprenant. Alors pourquoi est-ce qu'on en est là ? Chacun connaît la réponse. En 2017, le président de la République, en campagne électorale, avait dit « il n'y a pas de problème, on ne reculera pas à l'âge de départ, on va faire une réforme systémique qui garantira à chacun d'avoir au moins ce qu'il avait précédemment et tout va se passer tranquillement ». Il aura fallu attendre l'été dernier et la fameuse apparition de l'âge d'équilibre pour que chacun découvre que Jean-Paul Delevoye était parvenu à la conclusion que ce n'était pas possible. Et malgré cela, nous venons de passer quasiment 6 mois sans que le gouvernement soit capable de nous dire quels sont les enjeux budgétaires. Et pourtant, c'est quand même là la question principale. L'âge d'équilibre, on ne sait plus si vous allez le retenir ou pas. Laurent Berger a une proposition, augmenter les cotisations. Bien évidemment, nous sommes nombreux, et le patronat d'abord également, à considérer que ce n'est pas possible. Comment allez-vous faire ? Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. On va distinguer 3 périodes. Celle qui va jusqu'en 2025. Le corps nous dit qu'il manque entre 7 et 17 milliards. Et puis après, il y a la période de convergence, la période intermédiaire. Et enfin, la période où tout le monde aura convergé vers le même système. Monsieur le Ministre, pour ces 3 périodes, quels sont les enjeux budgétaires ? Donnez-moi un ordre de grandeur. Je ne vous demande pas de m'expliquer comment vous allez régler le problème, sinon vous allez me répondre que les négociations sont en cours avec les partenaires sociaux. Mais donnez-moi au moins un ordre de grandeur. Et je rajouterai une question. On a parlé beaucoup du cas des enseignants, pour lesquels le gouvernement va devoir, effectivement, sur la longue durée, augmenter les traitements pour qu'ils n'y perdent pas. Mais à mon sens, il n'y a pas que les enseignants qui sont concernés. Il y a beaucoup de fonctionnaires territoriaux, hospitaliers ou d'État, catégorie C, qui vont être concernés. Donc on nous a dit 10 milliards pour les enseignants. Je veux savoir, Monsieur le Ministre, pour tous les autres, combien ça représente ? Monsieur le Ministre, pour répondre. Bien, merci, monsieur le sénateur. C'est une question pour laquelle, d'ailleurs, vous aurez sans aucun doute une partie des réponses dans l'étude d'impact au niveau de la loi. Et donc, je comprends votre enthousiasme à vouloir des réponses tout de suite. Mais si on regarde... Non, mais je comprends bien la question. Je ne la trouve pas inintéressante, d'ailleurs, très franchement. Hein. Je comprends bien la question. Alors, et simplement, je pense que peut-être qu'on peut aussi regarder les choses de façon un tout petit peu macro en la matière. Et puis, lorsqu'on va avoir le projet de loi, on pourra être beaucoup plus précis.
la réalité, premier chiffre que nous avons, que vous avez certainement, la réalité c'est le budget. Nous sommes dans une enveloppe constante, 325 milliards, à peu près 14% du PIB. On sait que lorsque le PIB progresse, l'enveloppe consacrée va progresser. Voilà, on a une vision de ce que notre système de retraite universel va demander comme effort à la nation. C'était un point intéressant parce que justement l'idée c'était de se dire qu'effectivement, ce n'est pas à visée budgétaire économique. Il ne s'agissait pas là de dire on veut faire des économies et évidemment c'est là qu'on commence. Si on regarde les régimes spéciaux qu'on a évoqués tout à l'heure dans une question précédente, on nous a rappelé, à juste titre, votre collègue précédente, que c'était autour de 9 milliards par an de dotation qu'il était nécessaire. La fermeture des régimes spéciaux va amener, progressivement, mais elle va amener au final, mathématiquement, ce gain de 9 milliards. La question que vous posez, par exemple, sur les enseignants. Les enseignants, effectivement, il faut se poser la question du contrat social que nous avons, nous, la nation, avec les enseignants. Alors on peut se poser la question sous forme de coût, et puis on peut aussi se la poser sous forme d'investissement. Parce qu'aussi, on peut se dire que sur le fond, l'éducation nationale, c'est un investissement. Et qu'il paraît quand même, et c'est une opportunité au moment de revoir le sujet des retraites, il paraît intéressant de se poser la question du contrat social qui nous lie. Est-il logique d'avoir des enseignants qui sont peut-être les moins bien payés ou parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE? Donc il y a un certain nombre de questions qui restent et sur lesquelles on reviendra au moment du projet de loi. La parole est à Madame Monique Nonon, Monsieur Dallier. Notre collègue Monique Lubin pour le groupe socialiste et républicain. Merci Monsieur le Président. Je refuse ce que j'appelle les réformes paramétriques, les approches comptables qui rognent des droits sans offrir de nouvelles perspectives. Ces propos sont ceux du Président de la République lors de l'audience solennelle de la rentrée de la Cour des comptes le 22 janvier 2018. D'où vient dès lors cet acharnement à vouloir imposer un âge pivot? Après les annonces du Premier ministre sur la future réforme, les services ad hoc ont sorti des pseudo-simulateurs censés donner des indications aux citoyens sur leurs droits futurs. Il s'agirait en fait plutôt de pratiques divinatoires, tant il est aléatoire de prévoir une situation pour des gens qui ont aujourd'hui la vingtaine et qui sont supposés prendre leur retraite dans 40 ans. Il y a pourtant un simulateur qui serait simple à proposer, mais que je n'ai vu nulle part. Remarquez, il est tellement simple que finalement, on peut faire les calculs très rapidement. Jean a 60 ans. Il travaille depuis l'âge de 19 ans. Grâce au service en ligne de sa caisse de retraite, il sait qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite à 62 ans, car il aura alors atteint l'âge légal de départ et comptera le nombre de trimestres requis. Il sait aussi qu'il percevra une retraite d'un montant de 1 400 €. Que se passera-t-il pour lui si un âge d'équilibre à 64 ans est mis en place entre-temps? Solution 1, Jean travaille 2 ans de plus pour conserver une retraite à taux plein, sachant qu'il travaille déjà depuis 43 ans. Solution 2, Jean décide de faire valoir ses droits à 62 ans et perdrait jusqu'à 140 € mensuels définitivement, sachant qu'à ce niveau de revenu, 140 € en moins, ça fait réfléchir. Pile, il perd, face, il ne gagne pas. Voilà, Monsieur le Ministre, le seul simulateur crédible aujourd'hui. Et Jean fera partie de cette cohorte de salariés qui auront largement contribué au financement des retraites et à qui on demandera de contribuer encore et encore. Mais tout cela va se discuter, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre? C'est ce que le gouvernement dit urbi et orbi. Ça va tellement se discuter que vous fermez systématiquement la porte à toutes les demandes syndicales de retrait de l'âge pivot. Ça va tellement se discuter que, visiblement, vous choisiriez au Parlement la procédure accélérée. Rassurez-nous, Monsieur le Ministre, tout cela n'est pas vrai. Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Monique Lubin, j'écoutais avec attention votre cas d'espèce et je me dis, s'il a commencé à travailler à 19 ans, il va être en carrière longue. Alors, vous avez, donc, parce que travailler à 19 ans, c'est en carrière longue. C'est 4 trimestres avant 20 ans, on est en carrière longue. Donc, du coup, s'il est en carrière longue, il va prendre 2 ans. Et alors, mais ceci étant, c'est tout l'intérêt des cas d'espèce, c'est qu'on peut trouver le cas d'espèce qui ne représente sur le fond que très peu ou quasiment personne, et plutôt s'intéresser à l'immense majorité. Alors, la question, c'est celle de l'immense majorité. La réalité en la matière, c'est que on va maintenir les dispositifs de carrière longue, on l'a dit, maintenir la pénibilité,
et qu'au final, pour ce dispositif que vous évoquez, en fait, vous n'évoquez pas, par exemple, le fait que la plupart du temps, on rentre à 22 ans dans la vie active. Ce sont les données qui sont connues. Hein, voilà. Donc, c'est la majorité des Français. Donc, la majorité des Français rentrent à 22 ans dans la vie active. Et donc, vous ferez 22 plus 43 et ça fera 65. Mais je pense que la majorité ne vous intéressait pas et vous aviez plutôt un focus sur un cas particulier. Donc, voilà. Moi, je vous réponds sur la majorité. Artano, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, ce débat pour lequel je remercie nos collègues républicains intervient lors d'une semaine que beaucoup annoncent comme décisive dans ce conflit actuel. J'ai le sentiment que nous assistons d'ailleurs cette semaine, enfin, à une véritable discussion entre le gouvernement et les partenaires sociaux, et ce depuis le début du conflit. Pourtant, depuis 2 ans, les choses semblaient bien engagées, tout au moins en apparence. Depuis le début de la présentation de votre projet, vous avez martelé les 3 grands principes qui président à cette réforme: l'équité, l'universalité et la responsabilité. Entre gens responsables, je pense que l'équilibre financier de notre régime de retraite, système de retraite, fait partie des points de convergence entre nous dans cet hémicycle. En tout cas, je le souhaite. Malgré cette perspective louable, nous ne trouvons pas de réponse satisfaisante apportée à cette question dans les débats actuels sur la réforme annoncée. J'irai même plus loin en disant que tout élu responsable doit, en abordant une réforme quelle qu'elle soit, s'assurer d'abord des modalités de son financement et des conséquences qu'elles peuvent engendrer. De ce fait, j'ai pu noter que le gouvernement allait mettre en ligne un simulateur qui permettra en théorie aux Français de mesurer l'impact personnel de la réforme telle qu'elle est envisagée. Pourtant, dans le flou actuel et régnant dans ce dossier, cela risque d'être la quadrature du cercle. Mais ce n'est pas le sujet de ma question. Ce mardi, le gouvernement s'est dit prêt à envisager la tenue d'une conférence de financement de la réforme, comme le suggère la CFDT, dissociant de fait la réforme de son financement. La discussion sur ce point aura lieu vendredi. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous dire si le gouvernement envisage le principe même de faire voter la réforme des retraites avant la tenue de la conférence de financement évoquée par le Premier ministre ce jour? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Artano, j'ai écouté avec intérêt également votre intervention à la tribune tout à l'heure. Dans votre question, qui est celle du financement, de l'équilibre financier, qu'on a évoqué d'ailleurs tout à l'heure, donc il est important, si on veut un système solide, si on veut de la confiance entre les générations, cette confiance, elle s'appuie sur le fait que ceux qui cotisent aujourd'hui se disent pour moi aussi, lorsque je serai en situation de recevoir une retraite, le système sera à l'équilibre. Et donc c'est important cette notion d'équilibre. Le gouvernement a fait une première proposition en disant aux partenaires sociaux, voilà, prenez le sujet, si vous nous trouvez quelque chose qui tient, nous, on le prendra. À défaut, nous avons un dispositif que nous avons présenté et qui est celui de l'âge d'équilibre. Voilà. Mais ce sujet-là, l'ouverture qui a été faite à l'époque, et elle est toujours d'actualité, à la démocratie sociale, elle est bien présente, à tel point que là, lorsque Laurent Berger a proposé de tenir une conférence sur le financement, on dit banco, et le Premier ministre reviendra sur la méthode vendredi. Donc je ne peux pas aller beaucoup plus loin, puisque c'est vendredi que le Premier ministre reviendra sur la méthode. Maintenant, je comprends dans votre propos, surtout un élément qu'on a partagé, c'est-à-dire que je crois entendre que ce que vous nous dites, c'est que solidité et solidarité vont de pair, et que la solidité, ça passe par un dispositif qui soit à l'équilibre, et à l'équilibre durablement. Je crois très franchement que pour avoir été de toutes les multilatérales récemment, que les partenaires sociaux réformistes sont très au clair avec ce sujet-là. Donc la question, c'est plutôt comment est-ce qu'on le construit. Monsieur Artano. Merci, Monsieur le Président. Ma question, Monsieur le Ministre, n'était pas sur les modalités pratiques du calendrier qui va être décliné ce vendredi, c'était sur le principe même. Et j'ai été très précis dans ma question. Ça veut dire tout simplement, vous avez ici dans cet hémicycle des élus responsables, et je vous renvoie tout simplement à ce qui s'est passé sur le PLFSS, et notamment par rapport au plan hôpital. Nous avons refusé de statuer alors que des discussions étaient en cours. Pensez-vous réellement que nous allons travailler sur un projet de texte alors que peut-être des discussions sur une convention de financement vont avoir lieu? Ou est-ce que le gouvernement va tout simplement passer en force parce que le projet va être présenté au Conseil des ministres le 24 janvier? Merci. La parole est à notre collègue Élisabeth Doineau pour le groupe de l'Union centriste. Bon, quel enthousiasme. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En tant que rapporteur de la branche famille du PLFSS, je souhaiterais faire quelques observations
sur ce projet de loi. En tout premier lieu, je veux une nouvelle fois évoquer l'absence de politique familiale qui, de mon point de vue, est une politique d'investissement dans l'avenir face au vieillissement de la population. Avouons-le, aujourd'hui, rien n'encourage et n'accompagne les jeunes couples à devenir parents. Or, sans futurs cotisants, il sera plus difficile de maintenir une solidarité intergénérationnelle au moment de la retraite. C'est pourquoi il conviendrait de s'interroger sur la baisse de 8,5% en 10 ans du nombre de naissances. Par ailleurs, le Premier ministre assure que les femmes seront les grandes gagnantes de la réforme. Laissez-moi avoir quelques doutes. Elles seront les grandes gagnantes si elles restent en couple. Or, près d'un mariage sur deux se conclut par un divorce. Les femmes touchent en moyenne un salaire inférieur de 26% à celui des hommes, et c'est encore pire pour leur pension de retraite puisqu'elle est inférieure de 42% à celui des hommes. En raison de ces inégalités salariales, les familles appliqueront la majoration de 5% de la pension perçue dès le premier enfant au salaire, bien sûr, des hommes. À partir du moment où l'homme gagne plus, il est plus judicieux à l'échelle d'un couple, d'un point de vue purement mathématique, de faire appliquer les 5% de majoration sur le revenu le plus élevé. Ça semble évident. Cela sera donc préjudiciable aux mères en cas de divorce. C'est d'autant plus regrettable qu'il y a aussi cette prévision de la réforme des pensions de réversion. Si la future réforme sera plus avantageuse en garantissant aux conjoints survivants 70% des ressources du couple, celle-ci est soumise encore à une condition, que le couple soit marié. Cette condition exclura donc les couples divorcés, alors qu'aujourd'hui la pension de réversion est partagée au prorata de la durée de mariage. Monsieur le ministre, comment comptez-vous résorber l'écart que pourront subir les femmes avec cette réforme? Et quelle place donnez-vous à la politique familiale dans votre réforme? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice, votre question est importante parce qu'effectivement, au travers de la réforme des retraites, comment est-il possible d'alimenter la politique familiale? Bon, en soi, la politique familiale, elle n'existe pas que dans le dispositif de retraite. Je crois qu'il y a là une vraie existence, la politique familiale. La question, peut-être que nous pouvons nous poser sur le dispositif de retraite, c'est que est-ce qu'on a, lorsqu'on est dans le système de retraite actuel, une accentuation des écarts entre les hommes et les femmes, ou est-ce que cela est neutre? En vérité, nous voyons bien que le dispositif actuel accentue les écarts entre les hommes et les femmes. Si je prends juste un exemple, celle de la majoration de 10% au troisième enfant représente à peu près 9 milliards par an. 60% de ces 9 milliards vont aux hommes, alors que ces 10%, lorsqu'on s'interroge, on se demande à quoi servent-ils, mais ils servent à compenser le préjudice de carrière. Donc en fait, ils servent à compenser le préjudice de carrière pour ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire essentiellement les papas. Donc ça veut bien dire que c'est le système actuel qui n'est pas favorable aux femmes et qui, en plus, accentue les écarts. Donc sur ce point-là, je pense qu'il faut être rassuré. L'idée, c'est que les 5% dès le premier enfant, ça correspond aussi à la vie aujourd'hui des couples et des femmes. Moi, j'ai des filles qui ont 24 et 25 ans. Elles n'ont pas forcément envie aujourd'hui d'avoir des enfants. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, elles n'ont pas en tête d'en avoir 3 ou 4. Et donc, le mode de vie a certainement changé. Mais il doit pouvoir s'adapter. C'est aussi pour ça que le gouvernement a fait évoluer sa proposition pour ajouter 2% de majoration supplémentaire au troisième enfant et montrer aussi notre volonté d'avoir une dynamique familiale positive sur ce projet de loi. Merci. La parole est à Madame Deroche pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Ma question sera assez précise. Elle porte sur l'âge pivot et le malus qui pourrait l'accompagner. Et comment cela va-t-il se passer pour les personnes qui avaient leur nombre de trimestres et qui pouvaient partir à 63 ans? On a évoqué les carrières longues, mais moi je voulais poser une question concernant les personnes qui ont racheté leurs cotisations pour leurs années d'études. Elles l'ont fait souvent au prix d'un effort financier important. Avez-vous prévu un dispositif pour ces personnes-là de façon à ce qu'elles ne soient pas pénalisées par la nouvelle réforme et que le choix pertinent qu'elles avaient fait à un moment ne soit pas remis en question? Ministre, pour répondre à Madame Deroche. Les dispositions, c'est vrai que vous évoquez un dispositif qui a beaucoup de sens compte tenu dans la durée, parce qu'effectivement, on est sur les trimestres et donc c'est un élément qui est important. Dans le système par points, la dynamique de durée, elle est moindre. Elle existe pour trois éléments qui sont les carrières longues, la pénibilité
et également le minimum contributif. Donc ça peut avoir du sens dans ces 3 cas, hein, de venir acquérir de la durée, sinon ça n'en a pas forcément. Aujourd'hui c'est différent puisque aujourd'hui c'est la durée, je disais tout à l'heure avec les 43 ans, qui fait le taux plein. Madame de Roche. Enfin, je ne sais pas si vous avez écouté ma question, parce que ce n'est pas du tout une réponse à ma question. Néanmoins, je veux dire, c'est une solution qui est claire et qui avait été, une question claire qui avait été d'ailleurs traitée lors des réformes précédentes des retraites dans l'ancien monde, et où il y avait eu des dispositifs qui permettaient justement, pour ces personnes qui avaient racheté leur cotisation d'année d'études, de pouvoir récupérer leur achat qu'elles avaient fait tout en le fiscalisant. Alors vous me répondez sur 3 situations qui ne sont pas celles correspondant à la question. On nous a dit que ça va être une réforme juste et simple. Votre prédécesseur les a avec des trémolos dans la voix à chaque fois. C'est pas si simple que ça, mais c'est simple. En effet, si on élimine tous les cas qui sont annexes et qui sortent des questions que vous ne voulez pas aborder. Merci. La parole est à notre collègue Laurence Rossignol pour le groupe socialiste et républicain. Pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 4 questions qui appellent 4 réponses et qui pourront être très rapidement faites quasiment par oui ou par non. Premièrement, aujourd'hui, les pensions de réversion sont versées dès 55 ans aux veufs et aux veuves, et le plus souvent aux veuves. Pouvez-vous nous confirmer que dans votre projet, les veuves devraient désormais attendre 64 ans, soit 9 ans de plus, pour toucher leur pension de réversion? Deuxièmement, trouvez-vous juste d'exclure les ex-conjoints divorcés du bénéfice de la pension de réversion? Il n'est pas rare que des femmes qui ont vécu pendant 25 ans avec un homme et n'ont pas ou peu travaillé pour élever leurs enfants soient amenées à divorcer tardivement. Ne craignez-vous pas que l'exclusion des femmes divorcées du bénéfice de la pension de réversion accroisse leur dépendance économique à l'égard de leur mari, particulièrement en cas de violence conjugale? Troisièmement, vous mettez en avant votre volonté de relever à 1 000 € le minimum de pension. Mais si j'ai bien compris, à condition qu'il y ait eu une carrière complète. Pour ma part, je n'ai toujours pas compris ce qu'est une carrière complète dans un système à points. Est-ce que vous pouvez nous le dire précisément et rapidement? Enfin, 62% des fonctionnaires sont des femmes. Dans votre réforme, vous envisagez de remplacer les 6 derniers mois par le système à points. Et tout le monde sait, y compris vous bien sûr, que ça va réduire les pensions des fonctionnaires. Comment pouvez-vous à la fois réduire les pensions de 62% des femmes qui sont fonctionnaires et en même temps prétendre que votre réforme ne va pas pénaliser les femmes? Monsieur le ministre. Alors un petit mot sur la réversion d'abord. Il y a une réflexion avec un rapport IGAS qui avait été annoncé par Jean-Paul Delevoye sur le sujet pour qu'on puisse regarder quel type de conséquences cela a. Donc ça fait partie des éléments qui doivent être regardés encore. Sur la partie qui est liée... Non, mais j'essaie de vous répondre aussi précisément, mais pour être précis, il faut avoir la réponse au final. S'il y a un rapport IGAS, on va le lire. C'est pas intéressant d'avoir un rapport IGAS si on ne le lit pas. Alors, une question sur la durée. Qu'est-ce qui fait la carrière complète? J'évoquais le sujet tout à l'heure. La carrière complète, il y a la notion de durée, elle reste pour 3 éléments. Je ne les redis pas, on l'a dit tout à l'heure. Je ne reviens pas dessus. Mais dont, entre autres, pour le minimum contributif, carrière complète, c'est 43 ans. Et la base, c'est 150 heures SMIC pour valider le trimestre en question. Alors, votre question sur est-ce qu'il y a que des perdants en fait dans le cas d'espèce que vous soulignez? Écoutez, il y a des gagnants et des perdants vraisemblablement, mais il ne peut pas y avoir que des perdants dans le cas que vous citez. Madame Rossignol. Je pense que, Monsieur le Ministre, vous n'avez pas bien compris ma question. Je n'ai pas parlé des perdants, j'ai parlé des perdantes. C'est-à-dire des femmes de cette fameuse grande cause du quinquennat, cette grande cause qui est en train de s'effondrer dans votre réforme des retraites. Si j'ai bien compris, donc vous attendez un rapport IGAS pour savoir si vous allez passer la pension de réversion à 64 ans, vous ne le savez toujours pas, vous vous moquez de qui à cet instant précis? Vous n'avez pas répondu sur l'exclusion des femmes divorcées des pensions de réversion et la manière dont vous les exposez aux violences conjugales en les maintenant dans la dépendance économique de leur mari. Vous n'avez pas non plus répondu sur les femmes fonctionnaires. En fait, vous n'avez répondu à aucune des 4 questions que je vous ai posées. Monsieur René-Paul Savary, pour le groupe Les Républicains. Oui, monsieur le ministre,
compte tenu des questions qui ont été posées, je vais changer celle que j'avais prévue pour essayer d'élargir le débat et revenir au niveau des simulations. Aujourd'hui, on a un système de retraite dit par prestation définie où il y a une notion de durée et une notion de taux plein. Et quelle est la question que se posent nos concitoyens? C'est à quel âge je vais partir, avec quel montant de la retraite. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas du tout dans le système à points, qui est un système à cotisation définie, où on a des retraites en fonction des points que l'on a cotisés. Si on a un petit salaire, on est garanti d'avoir une petite retraite. Voilà. Et il faut travailler toute sa vie. Si on a un gros salaire, on a beaucoup de points, on n'est pas obligé de travailler trop longtemps, on est garanti d'avoir une bonne retraite. Et c'est ce qui inquiète les gens. Et ils veulent un peu de garantie, me semble-t-il, quant au niveau de leur retraite. Donc il faut donner ces garanties pour qu'ils retrouvent la confiance. D'où des simulations. Alors les simulations sur les carrières prospectives, c'est compliqué. Pour prendre en compte les 25 meilleures années qui sont à venir, c'est un peu compliqué. Le faire au prorata, alors là, c'est automatiquement fausser le calcul au départ, parce que le prorata des meilleures années, ce n'est pas forcément les meilleures années. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de faire des simulations sur les carrières passées pour ceux qui partent à la retraite actuellement? On peut retrouver pour les fonctionnaires, pour les salariés du privé, c'est faisable, pour d'autres c'est aussi. On reconstitue et on compare à point si vous aviez eu à point cette réforme pendant 40 ans et si la réforme est aujourd'hui ce que l'on connaît du système à prestations définies. Que pensez-vous de ce type de simulation? Monsieur le rapporteur spécial, elles ont... pardon, j'ai pris le micro, Monsieur le Président, je n'avais pas entendu que vous m'aviez... Pardon. Monsieur le rapporteur spécial, en fait, ce sujet-là, il est compliqué. Il est compliqué. Pourquoi il est compliqué? Vous nous dites on va prendre des situations qui sont passées, qui ont été liquidées sur des bases précédentes. Donc liquidées sur des bases précédentes avec des carrières qui reflètent l'histoire de la société de ce moment-là. En fait, votre question, non mais pourquoi, je vais vous dire, c'est compliqué, c'est pas techniquement compliqué, c'est simplement dans la logique intellectuelle. C'est pourquoi on fait évoluer le dispositif, parce que ça ne correspond plus aux carrières. La carrière que moi j'ai eue en rentrant dans une entreprise à 20 ans, en progressant avec un niveau de responsabilité et de rémunération, c'est une progression, mais qui ne reflète plus la réalité d'aujourd'hui. Donc c'est aussi pour ça qu'on modifie le dispositif. Les carrières hachées, heureusement, même si les écarts restent encore trop importants entre les femmes et les hommes, heureusement, ils ont tendance à se réduire. Et donc, les dynamiques, là aussi, elles sont positives. Donc, les comparer avec un système qui était fait à un autre moment, pareil pour les enfants. Aujourd'hui, la moyenne, le taux de fécondité des femmes n'est pas celui, le taux de fécondité des femmes des années 60. Donc, il faut aussi se dire que c'est difficile de faire cette comparaison. Je comprends votre logique, hein, je vois bien sur quoi elle s'appuie, mais en réalité, si on se dit que le dispositif doit évoluer parce que la société évolue, parce que le marché de l'emploi évolue, parce que les rapports à l'emploi évoluent, on est obligé de se projeter dans ce type de comportement-là. Du coup, c'est difficile de répondre à votre question en matière de comparaison. Par contre, ce qui est possible de faire, c'est effectivement de dire quels sont les dispositifs qui seront mis en place lorsque nous les avons, lorsque nous aurons le projet de loi. Et là, effectivement, on pourra avoir des simulations pour dire, mais moi, je saisis ma propre carrière où elle en est aujourd'hui et je vais avoir la simulation. Ça, c'est faisable lorsqu'on aura les éléments à la fin du projet de loi. Monsieur Savary. Merci, Monsieur le Président. Vous ne me rassurez pas, là, Monsieur le Ministre. Hein. J'espérais avoir un peu... être rassuré pour essayer de redonner confiance aux gens. Mais si vous me dites qu'on n'est pas capable de faire des simulations sur des carrières passées, comment peut-on être capable de faire des simulations sur des carrières à venir? Alors, le monde n'a pas profondément changé dans ces quelques années. Hein. Il y a, je sais bien, un nouveau monde, un ancien monde. Il n'empêche que ce serait un gage de confiance. Nous savons que la CNAV a toutes les données sur des millions et des millions de personnes qu'il est possible de reconstituer des carrières et faire la comparaison. Je vous assure que vous avez besoin de redonner confiance. Je vous propose une piste. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter, mais ne la rejetez pas, me semble-t-il, d'un revers de main. La parole est maintenant à notre collègue Jean-Louis Touraine pour le groupe socialiste et républicain.
Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, c'est à tort que vous invoquez la justice sociale pour justifier votre réforme des retraites. Notre système actuel unique ne nécessitait que des aménagements pour devenir encore plus juste, voire universel. C'est à tort que vous revendiquez l'esprit du CNR, qui aspirait après les horreurs à une société plus harmonieuse et plus épanouissante. Votre réforme, au contraire, détricote le collectif et votre projet n'a plus de répartition que le nom. Chacun paye pour lui. Les conséquences de votre réforme seraient terribles. J'ai pris le temps d'une simulation comparative. À partir de chiffres que vous ne contesterez pas parce que ce sont les vôtres, à moins que... Elles sont sorties de votre simulateur. J'ai conjugué deux de vos exemples. Des exemples avec des carrières linéaires sans interruption, sans bas salaire, sans galère pour leur premier emploi, sans période de chômage ni de maternité. Bref, le paradis professionnel virtuel. Ainsi, Madame X, alors j'ai pris X pour que vous ne me disiez pas que c'est un cas d'espèce, il n'y a pas de nom. Secrétaire pendant 16 ans, suit des cours du soir et engage une formation d'1 an rémunérée. Elle devient développeuse web. C'est votre simulateur. Elle passe d'un salaire de 1 520 € à 3 140 €. C'est toujours vos chiffres. Aujourd'hui, avec les 25 meilleures années, c'est la part de solidarité, sa retraite serait de 2 516 €. Avec les points sur 42 ans de bons et loyaux services avec les bas salaires de début, elle ne bénéficiera que de 1 606 € mensuels, moins 1 000 € par mois. Comme les carrières linéaires n'existeront plus, comme le premier emploi sera difficile à trouver, ceux qui commenceront à un niveau très bas, qui auront des carrières hachées, seront, soit la quasi-totalité de la population, auront commis le péché originel qu'ils devront payer jusqu'à la fin de leur vie. C'est la condamnation des efforts de qualification et de formation. Pour répondre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur, moi je veux bien regarder après ce cas d'espèce avec vous, parce qu'il faudra qu'on regarde les dates. Enfin non, j'ai bien compris que vous l'aviez pris dans l'outil. J'ai bien pris dans l'outil. Simplement, le système actuel, mais juste, je vais vous faire une réponse large, pardon, vous m'en excuserez, mais le système par points, par répartition, favorise les plus petites pensions, ce qu'on appelle les plus petits déciles. C'est-à-dire c'est les 4 premiers. Donc c'est une réalité, c'est démontré par l'ensemble des économistes. Donc vous pouvez le contester si vous le souhaitez, mais même Thomas Piketty le confirmera. Donc c'est la réalité. Donc c'est pour ça que je dis, je veux bien revenir avec vous pour regarder tout à l'heure ce sujet-là. Voilà. Mais la réalité, c'est que le système de retraite universelle va favoriser, et c'est très bien comme ça, il sera plus redistributif, l'ensemble des petites pensions inférieures à 1 400 €. Bien, la parole est à notre collègue Guillaume Chevrollier pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, la situation dans laquelle est plongé notre pays depuis le mois de décembre est anxiogène, car la question des retraites n'est pas une question technique, mais une question sociale importante qui correspond à l'effort de toute une vie de travail et qui touche à l'avenir de nos aînés. Et sur ce sujet majeur, les Français ont le droit à un débat clair et honnête, vous leur devez. Le Premier ministre a mis en avant un certain nombre de mesures qui étaient attendues, notamment pour ceux qui travaillent dur et gagnent peu. Je pense au minimum contributif des salariés du privé et du régime aligné qui serait aligné à 1 000 € en 2022. Ce complément de pension serait attribué aux assurés qui ont travaillé durant leur vie active afin qu'ils gagnent un peu mieux que le minimum vieillesse accordé aux personnes qui n'ont pas cotisé. Cette retraite à 1 000 € est indispensable par justice, équité et solidarité avec nos aînés, dont certains se retrouvent sous le seuil de pauvreté. Qui aujourd'hui peut trouver normal d'avoir une faible pension après une vie de travail? La question du travail est d'ailleurs essentielle dans ce débat sur les retraites pour pérenniser notre système de retraite par répartition où il faut promouvoir le travail tout au long de la vie pour avoir cet équilibre entre des actifs et des cotisants. Nous devons revaloriser le travail dans la société. Cela passe aussi par la revalorisation des pensions de retraite. Alors que les droits sont nettement plus faibles dans certains régimes, notamment pour les artisans, les commerçants et le monde agricole. La majorité d'entre eux touchent de faibles pensions, notamment avec des carrières incomplètes. Il ne faudrait pas que la retraite à 1 000 € devienne un leurre, d'autant qu'elle a été très longtemps repoussée. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer que cette mesure s'appliquera réellement? Quelles en seront les modalités et avec quelles interférences sur les retraites complémentaires? Monsieur le ministre.
Le minimum contributif sera bien à 1 000 €, moi je vous le confirme. Le président de la République a souhaité que ce soit le cas dès 2022. Vous savez aussi que dans la perspective du système de retraite universel, nous visons 85% du SMIC en 2025 et que l'intérêt du 85% du SMIC, c'est que ça fait plus de 1 000 € et qu'en plus la dynamique de ce minimum contributif, elle est liée au SMIC. Donc c'est une dynamique positive qui va continuer à évoluer avec le SMIC. Donc ce n'est pas juste 1 000 €, c'est lorsqu'on sera en 2025, une dynamique réelle qui sera apportée au minimum contributif. Chevrollier. Sur le sujet des retraites qui est sensible et des petites retraites en particulier, notamment agricoles, vous êtes attendus et nous serons particulièrement vigilants et pensez également aux retraités d'aujourd'hui. Monsieur Savin, pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Avec ma collègue Frédérique Puissat, nous avions préparé une question, Monsieur le Ministre, sur la pension de réversion réservée aux couples mariés. Mais cette question a été abordée par notre collègue Madame Rossignol. Question malheureusement restée sans réponse. Donc j'avais anticipé cette situation, donc j'avais prévu une deuxième question. Donc je change ma question. Et donc ma deuxième question risque de paraître minime par rapport aux grandes inquiétudes et aux questionnements qui ont été évoqués depuis le début de ce débat. Et en effet, comme président du groupe d'études sur les pratiques sportives et les grands événements, je souhaite aborder la question de quelques jeunes, centaines de jeunes athlètes sportifs de haut niveau qui font briller bien sûr les couleurs de notre pays dans les différentes compétitions internationales. Ces sportifs de haut niveau, ce ne sont pas des sportifs professionnels, c'est des sportifs de haut niveau qui ont des revenus environ de 1 000 € par mois. Le PLFS de 2012 a introduit dans la loi un dispositif spécifique d'ouverture de droits et de retraite pour les sportifs de haut niveau, relevant du régime général de la sécurité sociale sous certaines conditions de ressources et d'âge. Ils bénéficient de la validation de trimestres jusqu'à 16 trimestres sur une olympiade correspondant à un revenu fictif d'environ 1 500 € par mois. Par ailleurs, ce même PLFSS prévoyait qu'avant le 1er octobre 2013, le gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le coût du dispositif prévu et étudiant la possibilité d'augmenter le nombre de trimestres. Comme souvent, ce rapport n'a pas été rendu. Monsieur le ministre, comment avez-vous prévu de traiter le cas de ces sportifs de haut niveau dans le cadre de la réforme des retraites qui sera prochainement présentée? Et par ailleurs, il me semble que deux situations doivent être largement améliorées. Le système actuel ne bénéficie qu'aux sportifs âgés de plus de 20 ans, avec la hausse du nombre de disciplines précoces provoquant un décalage ultérieur des études. Cela est finalement une injustice pour ces jeunes. Il serait bon de revoir cette clause d'âge. Et enfin, 16 trimestres sur une olympiade ne représentent finalement pas la réalité du parcours d'un sportif qui souvent s'étale sur 2 olympiades. Il serait bon aussi de revoir également cette durée. Quelle est votre position sur ces deux questions? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Oui, c'est un sujet que je travaille avec ma collègue Roxana Maracineanu et sur lequel on est au démarrage. Alors, excusez-moi, je suis là depuis 3 semaines, donc j'ai essayé de travailler tous les sujets, mais celui-là, je suis au démarrage. Donc juste, mais un point qui vous intéresse, parce que du coup, c'était l'objet de votre question. Hein, le principe, ça sera de donner des points. Là où aujourd'hui on donne des trimestres. Voilà. Donc en fait la dynamique que vous évoquez, c'est avant de donner des trimestres, là on donnera des points demain et on va continuer à travailler ce sujet-là avec la ministre des Sports. Monsieur Jean-René Hugonet pour le groupe Les Républicains, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, après une année en jaune avec des ronds-points occupés, le désordre organisé, des saccages perpétrés et 12 milliards d'euros dépensés pour acheter la paix sociale, voilà maintenant la vie en rouge. Le chaudron est de nouveau en ébullition et je n'évoque malheureusement pas ici le stade Geoffroy-Guichard, cher à notre collègue Bernard Bonne, mais notre beau pays et sa réforme des retraites. Que nous disait le candidat Emmanuel Macron et sa majorité en 2017 ? Notre projet est de clarifier et de stabiliser les règles du jeu une fois pour toutes, en mettant en place un système universel, juste, transparent et fiable, dans lequel chacun bénéficie des mêmes droits. Qui peut raisonnablement être contre un tel objectif? En revanche, s'agissant de la méthode, vous repasserez. Parce qu'après avoir satellisé pendant 18 mois M. Delevoye, votre prédécesseur, dont on se demande encore avec qui il a dialogué en France pendant tout ce temps pour aboutir dans une telle impasse, après les conclusions dithyrambiques du désormais fameux Conseil d'orientation des retraites qui dit, je cite, «
les perspectives financières permettent d'envisager l'avenir avec une sérénité raisonnable. À la bonne heure. Après qu'une minorité d'énergumènes prennent un pays en otage et empêchent même scandaleusement des étudiants de passer leur diplôme. Après ce qui ressemble de près ou de loin, Monsieur le ministre, à une authentique chienlit, ma question est simple. Les partenaires sociaux des deux régimes de retraite complémentaires du secteur privé, Agirc-Arrco, fusionnés en 2019, ont été capables, eux, de signer le 30 octobre 2015 un accord national permettant d'envisager un retour à l'équilibre des comptes pour 2020. Quand allez-vous, Monsieur le ministre, vous résoudre à adopter une méthode semblable et crédible afin que ce triste épisode cesse dans notre pays et que nous retrouvions enfin la vie en rose à laquelle nous aspirons tous? Monsieur le ministre. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le sénateur Hugonet, effectivement, vous rappelez ici d'abord que les partenaires sociaux ont bien géré et gèrent bien l'Agirc-Arrco, c'est la caisse de retraite complémentaire de 70% des actifs français. Sur le fond, vous précisez d'ailleurs, vous rappelez qu'eux-mêmes sont attentifs à la notion d'équilibre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas d'ailleurs y être complètement hostiles quand on parle d'un régime universel, puisqu'ils y sont sensibles quand on parle d'un régime complémentaire d'importance. Et ils l'ont fait en créant aussi un âge d'équilibre avec un dispositif de bonus-malus que vous rappeliez, dispositif qui lui n'est pas viagé. Effectivement, ce sont des bonus-malus qui sont temporaires par contre. Donc ce dispositif, vous avez sans doute vu que dans les expressions qu'il y a pu y avoir en début de semaine, notamment celle de Richard Ferrand qui s'est exprimé sur ce sujet-là, ça peut faire partie des sujets qui seront évoqués lors de la conférence des financeurs et je pense que nous aurons l'occasion de reparler de tout ça très prochainement. Monsieur Hugonet. Oui, maintenant on a bien compris et en même temps, mais je visais la méthode, Monsieur le ministre. Et quoi penser alors qu'on nous dit qu'un texte est au Conseil d'État, alors que les négociations patinent dans le vide depuis un bon moment, que les négociations sont en cours et que le Conseil des ministres va avoir ce texte le 22 janvier. Les parlementaires, heureusement que ce débat a été demandé parce que les parlementaires sont tenus à l'écart de tout ça, il serait temps en même temps de trouver quelque chose de logique et de cohérent dans la méthode. Merci, Monsieur le ministre. Merci. Je vais donner maintenant la parole au nom de la Commission des affaires sociales au rapporteur René-Paul Savary. Comme vous voulez. Merci, Monsieur le ministre, de vous être livré à cet exercice quand même difficile, redoutable, je dirais, puisque vous avez vu, les sénateurs connaissent bien ce dispositif. Ils y travaillent depuis un certain nombre d'années. Et vous avez votre prise de fonction récente, effectivement, fait que nous avons bien vu qu'il y avait un certain flou dans les réponses qu'on est tout à fait apte à comprendre. Et c'est un bon départ, Monsieur le ministre, c'est un bon départ, mais nous verrons à l'arrivée. Le système est quand même au départ un peu partant sur des bases contestables. La base de départ, c'est 62 ans âge légal. Et on voit bien les difficultés. Nous sommes le seul pays à maintenir ces 62 ans. Et vous pourrez, avec un âge pivot, différentes formules, essayer de trouver, mais il faudra faire comprendre à nos concitoyens que progressivement, il faudra sûrement travailler longtemps. Quand on regarde les simulations qui ont été faites par le corps, la question de Philippe Dallier, il y a un déficit qui va se créer en prospective, évalué entre 7 et 18 milliards en 2025, qui s'accentue jusqu'en 2030, ne soyons pas figés, et qui ne remonte que très progressivement, compte tenu d'une augmentation du pouvoir d'achat plus important que le niveau des retraites. Ce qui veut dire que les simulations qui ont été faites, les nouvelles propositions de mode de calcul, sont fondées sur la même courbe budgétaire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le niveau moyen de la pension, qui est de 105%, passera à 85-90%. Disons la vérité aux gens. Et si on ne prend pas de mesures correctives par rapport à ça, eh bien c'est un système qui sera une fabrique à retraités pauvres. En ce qui concerne maintenant, en ce qui concerne la transition, c'est la partie difficile.
On a environ 42 ans d'âge de travail, 26 ans maintenant de moyenne de retraite, ce qui fait qu'effectivement la transition pose un problème. Vous avez fait un choix, enfin en tout cas votre prédécesseur Jean-Paul Delevoye a fait un choix. Ce n'est pas forcément celui peut-être que vous suivrez, mais d'avoir deux systèmes parallèles, puisque la génération 2004 va cotiser au nouveau système universel de retraite. Ce seront des cotisations qui vont manquer au système complémentaire, qui vont être automatiquement mis en difficulté et déficitaires. Et ce nouveau système ne servira ses premières prestations, donc ses premières dépenses, qu'en 2037 au plus tôt et de façon partielle, puisque toutes les générations avant 75 dépendent du régime actuel. Donc on voit bien que ce sont les générations entre 1975 et 2004 qui vont, à partir de 2037 au plus tôt, bénéficier d'un système mixte dont on ne sait pas encore la garantie. Et ce n'est pas la fixation du point aujourd'hui qui peut amener une garantie, puisque ce point ne sera servi qu'en 2037, dans un certain nombre de quinquennats. Donc soyons attentifs à cette phase de transition, qui est une phase importante, et notamment si on part sur une mauvaise base financière, si l'équilibre n'est pas assuré. Je crois qu'on ne peut pas, si on veut donner confiance, ne pas prendre les mesures nécessaires pour l'équilibre. Or, vous avez fondé un système qui a été calé non pas sur le système privé, Agicarco, 70% de nos cotisants, mais sur le système public à 3 passes, pour ne pas désintégrer le régime des fonctionnaires, puisque c'est un régime intégré avec base et complémentaires qui sont ensemble. Mais je crois que ce calcul-là, on le voit bien, pose un certain nombre de difficultés. Et nous sommes un certain nombre à penser qu'il eût été plus logique de partir plus humblement sur un seul plafond de sécurité sociale, 3 000 €. Vous englobiez déjà 85% de la population. Et progressivement, il y avait une uniformisation des systèmes de retraite complémentaires, en maintenant un certain nombre de différences, puisque le régime du salarié n'est pas le régime du public, n'est pas le régime des indépendants ou des professions libérales. Et là, la réforme aurait été peut-être plus facile à accepter. Soyez attentifs, Monsieur le Ministre, me semble-t-il, aux préconisations qui vous sont formulées par le Sénat. Aujourd'hui, nous avons eu une séance de questions tout à fait intéressante, même si nous n'avons pas eu toujours des réponses, et on peut tout à fait le comprendre. Mais sachez que nous continuons à travailler, et quelles que soient nos différences, nous arrivons à faire des propositions communes. Je me tourne vers ma collègue Monique Lublin. Nous avons fait un rapport des seniors. Vous en avez commandé un autre. Vous n'avez pas fait confiance au Sénat. C'est dommage. Nous avons produit un rapport qui véritablement faisait des préconisations qui étaient acceptables sur tous les bancs de cette Assemblée, donc automatiquement qui représentaient l'ensemble des territoires de la France. Et donc je crois que c'est en tenant compte de positions divergentes qui arrivent à ensemble construire quelque chose qu'on pourra avancer dans le système. Merci en tout cas, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le rapporteur. Merci, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pour cette séance à la fois de débat, d'échange et de questions. Je crois que nous n'en avons pas terminé avec ce sujet, mais c'est un sujet qui appartient, me semble-t-il, à la représentation nationale qui devra, en définitive, l'arbitrer. Voilà ce que je voulais vous dire, mes chers collègues, en vous remerciant. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 21h30. Je remercie la Commission des affaires sociales, Monsieur le Président, d'avoir pris cette initiative à la conférence des présidents et l'ensemble des membres de la conférence des présidents d'avoir accompagné cette demande à l'unanimité. Notre séance sera reprise à 21h30 pour le débat sur les conclusions du rapport d'information « Sauvetage en mer », replacer les bénévoles au cœur de la décision. La séance est suspendue.